Bonsoir, bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Marseille, théâtre d'un nouveau règlement de compte. Un homme d'une quarantaine d'années a été abattu au volant de sa voiture devant son fils de 9 ans dans le quartier de Valplan, dans le 13e arrondissement. C'est une radio qui fait partie du paysage audiovisuel à Montpellier. Radio Clapas est en difficulté financière. La station lance un appel aux dons. Le divorce entre le Parti Socialiste et Jean-Noël Guérini, le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, a enclenché une procédure d'exclusion contre le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, accusé de jouer contre son camp. Et puis l'aviophobie, la peur de l'avion, ça se soigne. Pour la première fois, des stages sont organisés à Marseille contre le mal de l'air. Mais tout d'abord, donc, Marseille a été le théâtre d'un nouveau règlement de compte. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort au volant de sa voiture dans la cité de Valplan, dans le 13e arrondissement. La victime a été tuée par une arme de guerre de type Kalachnikov sous les yeux de son fils âgé de 9 ans. La victime était connue des services de police. Le véhicule des tireurs, une Twingo volée, a été retrouvé incendié peu après les faits. Selon des témoins, ils auraient ensuite pris la fuite en scooter. Il s'agit du 4e règlement de compte depuis le début de l'année. Les précisions au micro de Romain Péric. Le profil de la victime est un profil d'un garçon qui est défavorablement connu des services de police et de justice. Les faits ont été commis aux alentours de 17h, mais heureusement il n'y avait pas d'enfant aux alentours du véhicule, mais il y avait son fils à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Le tir était très ciblé. Il n'y a pas eu de dispersion des balles comme on a pu parfois le connaître dans d'autres affaires plus nocturnes. Donc on voit bien que les auteurs, d'abord, sont très aguerris, ils maîtrisent l'arme utilisée et que visiblement ils ont visé très très précisément leur cible et la victime de ce soir. Autre information, chaque jour des milliers de vélos sont volés un peu partout, mais cette fois c'est une bicyclette un peu particulière qui a disparu à Montpellier. Elle est équipée d'un guidon spécial qui permet à Léa, sa propriétaire, de se déplacer de façon autonome malgré son handicap. La jeune étudiante en biologie lance un appel à celui ou à celle qui a volé son vélo devant la fac. On l'écoute. Je suis d'Ardèche et là-bas j'ai rencontré un homme qui avait à peu près le même handicap que moi. Et pour que je puisse apprendre à faire du vélo, il m'a donné beaucoup d'astuces quand j'étais petite à mes parents. Et c'est lui qui leur a donné le guidon pour que je puisse apprendre à faire du vélo. Il me suit de vélo en vélo, alors je pense qu'on pourrait en faire un autre, mais c'est compliqué. Le plus simple, ce serait que le guidon revienne. Parce qu'il ne sert pas aux personnes normales, parce qu'une personne normale, quand elle le prend, elle a les bras tout courbés. Du coup, c'est plus difficile de s'en servir. De plus en plus d'actes dirigés contre des musulmans constatés en 2013. C'est le constat dressé par l'Observatoire national contre l'islamophobie, présidé par le Nîmois Abdallah Zekri, lui-même cible d'insultes récemment sur toute la France. 226 actes ont été enregistrés auprès des services de police et de gendarmerie, soit une hausse de 11,3%. En Languedoc-Roussillon, notamment, 19 actes islamophobes ont été dénoncés. Ce qui revient le plus souvent actuellement, c'est par exemple devenu une mode les têtes de cochons jetées dans les mosquées ou plaquées contre les murs de mosquées. Un phénomène nouveau, c'est les agressions de femmes qui portent le voile, et je dis bien le voile, pas le voile intégral, ou bien juste un foulard. Les tags nazis un petit peu de partout qui fleurissent au sein des murs des mosquées. Alors ce qui est grave, c'est quand on lit que les musulmans, il faut les exterminer, les musulmans c'est une vermine, et il y a une inquiétude au niveau de la communauté musulmane, parce que chaque fois quand on ouvre la télé ou on lit une certaine presse, et bien naturellement les musulmans ou l'islam, c'est, je crois, il est responsable de la crise économique, il est responsable de ce qui se passe en France, alors qu'on arrête avec ça. Si vous vivez à Montpellier, vous avez sans doute l'habitude de retrouver la musique, les actus et des magazines sur 93.5. Depuis 35 ans, Radio Clapas est bien ancrée dans le paysage médiatique local. Mais aujourd'hui, les difficultés financières s'accumulent. Pour survivre, la radio associative lance un appel aux dons. Reportage, Mouadali Akabi. L'une des plus belles discographies de Montpellier, et elle est presque condamnée au silence. Depuis quelques semaines, les micros de Radio Clapas sont délaissés par ses journalistes. Aujourd'hui, leur rôle est plutôt de sauver leur radio en proie à des difficultés financières.
Se représenter devant les élus, les politiques, les collectivités locales, les institutions, les informer déjà de la situation pour ceux qui nous soutiennent déjà et demander à ceux qui ne nous soutenaient pas de nous soutenir ou de nous soutenir davantage. La dette affichée dans le couloir à la vue de tous, comme pour rappeler l'urgence de juguler une dette qui atteint les 50 000 €. La direction lance un appel aux dons sur une plateforme de financement ou par chèque. Il en va de la survie de l'une des plus anciennes radios de France. On ne fait pas appel qu'aux auditeurs, on fait appel aussi aux institutions, aux hommes politiques, à tout le réseau dont dispose le conseil d'administration et les salariés, puisqu'il s'agit vraiment de sauver la radio. C'est pas juste un petit appel aux dons qui va nous permettre de faire un projet. C'est vraiment la radio va mourir, quoi. Voilà, concrètement, et Radio Clapas ne peut pas mourir. Et pour ne pas mourir, Radio Clapas compte sur ses 70 000 auditeurs, 1 € chacun, et la dette serait largement résorbée. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. Vous le savez, les rédactions de TV Sud et d'LCM vous proposent d'être au cœur de la campagne des municipales et c'est un tournant dans la vie politique locale à Marseille. On vous l'a annoncé hier, Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a décidé d'enclencher la procédure d'exclusion du PS de Jean-Noël Guérini. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône est sanctionné non pas pour ses démêlés judiciaires, mais pour ses récents choix politiques. Les précisions de Marguerite Kioch. Et donc, je soutiens Madame Narussi, je vous ai dit que c'était la candidate de mon cœur. C'est la provocation de trop. Vendredi, Jean-Noël Guérini annonce soutenir au municipal Lisette Narducci, candidate PRG exclue du PS en 2012. Devant les journalistes, il affirme également vouloir mener une liste autonome au sénatorial. Un pas de plus vers la dissidence qui a poussé le premier secrétaire du Parti Socialiste, Harlem Désir, à sanctionner le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, à la grande joie du candidat socialiste au municipal, Patrick Menucci. Enfin. Depuis plusieurs années, les démêlés judiciaires de Jean-Noël Guérini mettent le parti mal à l'aise, alors qu'il a été par 3 fois mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. Le Bureau national aura longtemps tardé à régler le problème Guérini. On ne peut pas exclure quelqu'un simplement parce qu'il a été mis en examen, quelle que soit la gravité des faits, et là les faits sont extrêmement graves. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments, il fallait qu'il y ait une référence, la charte éthique, il fallait qu'il y ait une autorité indépendante, la haute autorité, et présidée par Jean-Pierre Mignard, et c'est donc elle qui va se prononcer. Selon Alain Fontanel, la procédure devrait prendre plusieurs semaines pour peut-être une exclusion avant les municipales. Mais exclu ou pas, celui qui a régné des années sur la fédération PS des Bouches-du-Rhône entend encore faire entendre sa voix lors des prochaines échéances électorales. Au chapitre politique, toujours hier, Manuel Valls est venu à Marseille pour vanter son bilan en matière de sécurité, mais le ministre de l'Intérieur en a aussi profité pour aller à l'inauguration de la permanence de campagne de Christophe Masse, la tête de liste socialiste dans le 11-12, une initiative qui fait polémique. Romain Péric. Accueilli en véritable rockstar, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, comme promis à 18h30 hier, a endossé sa casquette de militant socialiste pour l'inauguration du local de campagne de Christophe Masse, le candidat PS des 11e et 12e arrondissements. Devant des partisans déjà conquis, Valls fustige le bilan de Jean-Claude Gaudin. Qui hier ne s'occupait pas de ceux qui souffrent déjà du chômage, de l'exclusion et qui souffraient encore davantage à cause de la sécurité, et je leur demande de regarder ceux qui aujourd'hui ont permis la création de ces postes de policiers, cette politique qui aujourd'hui donne des résultats, et de regarder aussi qui depuis le début à Marseille a soutenu cette politique. Un discours engagé qui réjouit particulièrement la tête de liste du secteur. Manuel est non seulement le ministre le plus populaire de France, mais c'est aussi et surtout pour moi un ami. Il est venu apporter son soutien amical, mais aussi son efficacité, ses résultats. Ces résultats sur les chiffres de la délinquance dont le ministre et le challenger du maire en place se félicitent. La politique globale qui est conduite par le gouvernement à Marseille a été une coproduction entre les élus de Marseille qui ont voulu s'impliquer là-dedans,
c'est-à-dire nous et le gouvernement. Et il a regretté que M. Gaudin ne veuille pas travailler dans cette perspective, pour des raisons politiciennes sans doute. À droite, Jean-Claude Gaudin a annoncé son intention de saisir la commission des comptes de campagne et demande que les déplacements ministériels dans les permanences électorales s'intègrent dans les comptes du candidat socialiste Patrick Mennucci. Enfin, pas de séance d'autographe, mais séance photo après les discours et dans un bain de foule, le ministre quitte les lieux. On passe au résumé de l'actualité de la journée, en bref et en images, Karine Palmy. La justice refuse l'asile à la famille de Leonarda. Aujourd'hui, la demande de titre de séjour des parents de l'adolescente n'a pas abouti. La collégienne Rome, dont l'expulsion en pleine sortie scolaire avait provoqué une polémique nationale en octobre dernier, devra donc poursuivre ses études au Kosovo. Le tribunal administratif de Besançon a fait état de l'absence de perspective d'insertion économique et sociale en France du père Djibrani et de toute insertion dans la société française de la mère de la jeune fille. Dieudonné est toujours dans le radar des autorités. Dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Paris, la police a perquisitionné dans la matinée les propriétés de l'humoriste ainsi que le théâtre de la Main d'Or où il se produit actuellement. Accusé d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, de blanchiment et d'abus de biens sociaux, Dieudonné va devoir faire face aux enquêteurs qui se pencheront sur son patrimoine et des mouvements de fonds suspects. Les deux ados djihadistes de retour en France, les garçons âgés de 15 et 16 ans avaient pris le chemin de la Syrie au début du mois pour espérer rejoindre les combattants d'Al-Qaïda. Le père d'un des deux jeunes hommes avait lancé un appel désespéré dans la Dépêche du Midi pour retrouver son fils et mettre en garde contre les recruteurs qui endoctrinent les jeunes en France. Une inquiétude partagée par Manuel Valls qui parle du plus grand danger auquel nous devons faire face dans les prochaines années. La femme de Vincent Lambert veut saisir le Conseil d'État. Suite au verdict du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne prononcé le 16 janvier contre l'euthanasie passive de son mari, elle annonce aujourd'hui vouloir annuler cette décision. L'homme de 38 ans est tétraplégique et en état de conscience minimale depuis 5 ans. Selon elle, ce serait donc ajouter de la souffrance à la souffrance. On appelle ça aérodromophobie ou plus simplement l'aviophobie. Bref, c'est la peur de l'avion. Ce mal touche environ 1 personne sur 10. Il existe cependant des moyens de traiter cette phobie qui peut s'avérer handicapante. Pour la première fois, des stages contre l'aviophobie sont organisés à Marseille. C'est un reportage de Julien Butner et Samia Belbachir. Piloter un avion, tout le monde en rêve, sauf eux. Ces hommes et ces femmes ont une peur panique des avions, impossible pour eux de prendre un vol, une peur difficile à maîtriser. J'ai peur, oui, de la situation d'être en vol, le décollage, c'est une situation que je fuis particulièrement. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est pour vaincre leur appréhension grâce à une formation spéciale, la première du genre à Marseille, un stage qui se déroule en 3 temps où les stagiaires découvrent le fonctionnement des avions et des protocoles de sécurité, simulent un vol et s'entretiennent avec une psychologue pour apprendre à gérer leur anxiété. Quand je me suis confrontée en fait à la phobie de l'avion, j'ai très vite remarqué qu'en fait c'était une peur assez particulière qui regroupe aussi des événements très techniques en fait. Donc c'est pas comme la claustrophobie, la peur du vide que les psychologues peuvent gérer en fait tout seul, et tout à fait traiter tout seul. Ne plus avoir peur de l'avion a un prix, 430 €, une somme qui peut être partiellement remboursée par la sécurité sociale au titre d'une consultation psychologique ou financée par les entreprises en cas d'impératif professionnel, un stage qui a fait ses preuves à Paris. On a un taux de retour en vol direct après le stage qui va être de 93%. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, on leur conseille aussi de venir en ayant un objectif de retour en vol, ou en tout cas en se laissant une opportunité, c'est-à-dire avoir un petit week-end ou des vacances de libre. En France, 30% de la population serait phobique de l'avion. Pour les plus angoissés, rappelez-vous que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde.